Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ITélé de Radio Classique. Dominique de Villevain, bonjour. Bonjour. Et est-ce que vous croyez, comme le disait Guillaume Tabar, éditorialiste de Radio Classique tout à l'heure, citant Ségolène Royal, qu'effectivement la campagne n'a pas démarré? Oui, je crois profondément que la campagne n'a pas démarré. Elle n'a pas démarré dans la tête des Français. Ce sont eux, les juges, les arbitres. Et ils ne sont pas dans le temps présidentiel. Le temps d'aujourd'hui est un temps difficile. C'est un temps de souffrance pour beaucoup de Français. Et le choix du président de la République n'est pas dans les têtes. Oui, justement, c'est un paradoxe, parce que d'un côté, vous dites que la campagne n'a pas démarré, mais de l'autre côté, vous dites je la sens bien. Enfin, c'est ce qui était la petite phrase qui a été retenue de la réunion qui a eu lieu à la Maison de l'Amérique latine. Donc, comment peut-on bien sentir quelque chose qui n'a pas démarré? On sent bien une atmosphère, on sent bien un contexte, on sent surtout que les Français ont envie de tourner la page. Et ça me paraît clair. Il faudra un candidat soit capable de faire un profond changement, un profond renouvellement. Mais tourner la page, c'est-à-dire pas de deuxième mandat pour le président de la République. C'est-à-dire, je ne me situe pas sur le plan des hommes ou des femmes, je me situe sur le plan de la politique qui est menée. Cette politique-là n'a pas donné les résultats escomptés. Elle n'a pas tenu ses promesses. Alors on peut bien sûr chercher dans le bilan des points de satisfaction. Il en existe sur l'autonomie des universités. Et encore, il y aurait beaucoup à dire sur la volonté de redonner sens à une certaine politique industrielle. On peut trouver des éléments. Mais d'une manière générale, cette politique-là n'a pas rassemblé les Français. Et depuis le premier jour, je l'ai indiqué, la justice sociale n'a pas été au rendez-vous. Donc c'est sur une nouvelle base qu'il faudra repartir après l'élection présidentielle. Et au cœur de la campagne, il y aura cette question. Comment les Français sont-ils susceptibles de se retrouver et de se rassembler? Comment vous expliquez justement le trouble qui peut exister dans vos troupes et dans l'opinion? C'est-à-dire, de temps en temps, ce qui n'est pas toujours le cas, vous voyez le président de la République, puis vous dialoguez avec Jean-Louis Borloo, puis vous avez des échanges avec François Hollande. Donc forcément, les gens se demandent à quoi joue Villepin. Vous savez, si la politique... Il se dit prêt, il se déclare, il voit tout le monde. Si la politique, c'était de rester chacun dans son coin, de ne parler à personne et d'insulter tout le monde, ce serait une drôle de politique. Malheureusement, c'est à peu près ce que vous décrivez. On a intérêt à ne voir personne, à se dire seul talentueux et à considérer que tout seul, on peut tout faire. Les choses ne sont pas comme ça en politique. Et c'est bien le drame de la situation actuelle. On a besoin de dialoguer, on a besoin de rassembler les forces, on a besoin d'avancer et on a besoin d'être républicain. Quand je rencontre le président de la République sur la crise libyenne ou les crises arabes, ça fait partie du devoir de tout responsable politique. Et là, vous ne parlez pas des présidentielles? Et là, il n'est pas question des présidentielles, non? Pas un mot? Non, pas un mot. Mais alors que, puisque j'évoquais tout à l'heure l'idée du trouble, ce trouble, il existe dans l'opinion, parce qu'il y a 6-7 mois, les sondages vous permettaient d'espérer quelque chose. Là, ils sont en train de se tasser, voire de s'amenuiser. Ce matin, dans le Figaro, on peut lire que le président, en tout cas, et son entourage, ne considèrent pas votre candidature comme crédible, contrairement à celle de Jean-Louis Borloo. Donc, ce tassement, vous l'expliquez comment? C'est le procès, c'est... D'abord, vous savez, la politique qui consiste à marquer une certaine indifférence vis-à-vis d'X ou Y, Guillaume Tabar vient de le rappeler pour Ségolène Royal, c'est une grande loi du genre. Quand on ne sait pas comment répondre à telle et telle personnalité politique, eh bien on feint de l'ignorer jusqu'au moment où on ne l'ignore pas. C'est un classique. En ce qui concerne les difficultés qui peuvent être liées aux derniers mois, ils sont bien naturels. Vous savez, c'est difficile de maintenir une visibilité, de maintenir une ligne d'explication quand vous faites face à des difficultés. J'ai dû traverser une période difficile parce qu'il y a eu le procès en appel de Clearstream, parce qu'il Donc la candidature, c'est pour après le verdict du procès. La candidature, c'est, je l'ai toujours dit, c'est pour quand les Français seront prêts. Je ne suis même pas sûr qu'au mois de septembre, les Français penseront véritablement à l'échéance présidentielle. Je pense qu'au tournant de l'année, ils se poseront la question. Est-ce que nous voulons 50 plus avec la majorité actuelle? Est-ce que nous prenons le risque de nous adresser à l'autre grand parti, qui est le Parti socialiste? Vous savez, c'est cette fameuse loi du pendule. On prend les uns, puis après on essaye les autres. Ça fait beaucoup de déceptions depuis 1980. Mais vous, dans cette affaire-là? Eh bien, moi, justement, je veux proposer une politique différente. Et c'est pour cela que j'ai placé au cœur de mon projet la citoyenneté. Un citoyen qui redevient le cœur de la République française, ce qui est loin d'être le cas. Combien de millions de Français qui se trouvent en dehors du système politique? La moitié
de la population française ne vote pas. Donc mon souci, c'est justement de retrouver cet esprit républicain et à partir de cette reconnaissance du citoyen, redonner une dignité à chacun. C'est le grand projet de revenu citoyen, 850 € pour permettre à ceux qui n'ont rien d'avoir quelque chose en contrepartie d'un projet, d'une activité, c'est-à-dire qu'ils retrouvent une place dans la société. Est-ce que vous croyez qu'un axe Villepin-Borloo est crédible, possible, souhaitable ? Je dialogue avec Jean-Louis Borloo comme avec beaucoup d'autres. Ça fait partie des nécessités du jeu politique. Si l'on veut pouvoir transformer la France, il faut trouver des points de consensus sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'à l'ordre du jour, il y a une alliance politicienne pour accroître le jeu partisan ? Non, à la vérité, ce n'est pas ma préoccupation et je ne crois pas non plus que ce soit celle de Jean-Louis Borloo. Donc, mais là, il va y avoir une dizaine de candidats. Enfin, si ça continue comme ça, il peut y avoir le président, évidemment, vous, pourquoi pas, Jean-Louis Borloo, pourquoi pas. La nature fait bien les choses. La nature fait bien les choses. Nous sommes aujourd'hui... Dupont-Aignan, Boutard... Nous sommes au mois de juin. Nous sommes au mois de juin. Bayrou. C'est-à-dire extrêmement loin de l'échéance. Vous savez, la vie politique, elle est très sélective. Nous verrons déjà comment les choses se présentent au mois de septembre, puis au mois de novembre, et puis au mois de janvier. Gageons que les choses auront singulièrement évolué et que les hasards de la vie politique, les hasards des difficultés de la vie politique auront un peu clairsemé le paysage que vous présentez. On vous sent blessé par les déclarations du président de la République, l'ancien Jacques Chirac, concernant François Hollande, et vous oubliant en citant Alain Juppé, etc. Est-ce que cette blessure est une réalité ? Non, c'est une fable. C'est une fable. Écoutez, prenons les propos de Jacques Chirac pour ce qu'ils sont. J'ai parlé de vraies, fausses boutades. Je crois que, sans faire recours à l'humour corrézien, il est facile de voir et de penser qu'à aucun moment les mots du président de la République n'avaient une signification politique. Donc je crois qu'il faut les prendre comme tels. Donc il n'y a pas d'arrière-pensée ? De la part de qui ? Du président de la République, de l'ancien. Qu'il mettrait un bulletin François Hollande. Je le connais trop bien pour savoir qu'il ne faut pas prendre ses propos au premier degré. Est-ce que vous croyez, parce qu'il y a quelque chose qui est assez bizarre, particulier en tout cas actuellement dans la majorité, c'est qu'au fond, pendant des semaines, on a entendu du côté de l'UMP que les primaires socialistes étaient une machine à perdre. C'est un des arguments que les leaders de l'UMP répétaient tous les matins. Et maintenant, ils dénoncent le fichage politique, laissant entendre finalement que ces primaires les inquiètent. Alors, quelle est celle des deux versions qui vous paraît la plus proche de votre ressenti ? Mais j'en reviens à notre point de départ. La campagne n'a pas commencé, c'est une immense confusion. Si je me laissais aller, j'emploierais un mot un peu plus grossier pour qualifier l'état de la situation politique actuelle. La vérité, c'est un gigantesque casino. Comme vous le dites, tantôt on critique les primaires, tantôt on s'en réjouit. Tout ça n'a aucun sens. Les socialistes ont décidé d'une procédure. Cette procédure, elle comporte certains risques de dérapage. La CNIL fixe un certain nombre de règles. Eh bien, respectons les règles et faisons en sorte que les socialistes puissent mener à bien leur procédure. D'ailleurs, on voit bien que cette procédure, elle comporte en elle-même son propre vice. Donc je ne suis pas sûr que l'UMP ait intérêt à beaucoup s'inquiéter de la procédure suivie par les primaires. Regardez ce qui se passe chez les Verts et Europe Écologie. Est-ce que vous croyez qu'ils vont sortir plus forts de cette procédure-là ? Laissons faire les choses, chacun selon son tempérament, chacun selon sa culture politique. Mais ce que je vous dis, c'est qu'au bout du compte, le paysage politique ne ressemblera pas dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois à celui d'aujourd'hui. Les Français ont raison de ne pas s'impliquer aujourd'hui dans le débat politique parce que c'est un débat politique virtuel. Alors on a une bulle qui a explosé à New York. Gageons qu'il y en aura d'autres qui exploseront d'ici là. Mickaël Darmon nous a rejoint. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour. Alors, Dominique de Villepin et vous-même. On va prolonger d'ailleurs cette question et ce thème sur l'UMP qui attaque effectivement les primaires, qui se positionne, qui crée une polémique aussi en son sein avec le mariage homosexuel. On a vu d'autres polémiques sur d'autres sujets de société. Au fond, est-ce que l'UMP qui se présentait comme le parti du mouvement à droite n'est pas en train de redevenir plus conservateur ? Alors ça, c'est la dérive du quinquennat. L'UMP en 2007 était un parti ouvert, proposant, regardant vers l'avenir et suivant cela une certaine partie de l'électorat de droite, voire d'extrême droite. L'UMP a pensé qu'il fallait courir derrière ses électeurs, alors même que le monde change, alors même qu'il y a effectivement un certain nombre de peurs, peur de la mondialisation, peur de l'avenir, et qu'il faut encourager les Français à s'ouvrir en leur donnant les moyens, les outils de se battre. Alors vous parlez de grands sujets de société,
société, le mariage est une belle institution, mais c'est un contrat civil. Et il doit être apprécié, le mariage, en fonction d'un principe, celui de l'égalité des droits. Et c'est pour cela que je me suis prononcé en faveur de l'ouverture du mariage, institution civile, contrat civil, à tous les couples qui le souhaitent. C'est ce que voulait également Nicolas Sarkozy. Il est finalement... c'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça que quand j'entends parfois les critiques de certains de l'UMP sur la position que j'ai choisie, qui est la position qu'il avait lui-même choisie pendant la campagne électorale, je suis un peu surpris. Pourquoi il a changé ? Parce que l'exercice de la fonction présidentielle peut soit vous encourager à vous recroqueviller, soit vous encourager à vous ouvrir. Et je crois que la fonction présidentielle, c'est toujours prendre le risque de faire avancer la société, de la faire bouger et de lui donner l'exemple. Vous avez évoqué votre dialogue avec Jean-Louis Borloo, là tout à l'heure avec Guillaume. Vous avez oublié que c'est Jean-Louis Borloo qui vous a fait capoter le CPE en complicité avec Nicolas Sarkozy à l'époque ? Je ne crois pas que ce soit si simple. Jean-Louis Borloo a eu le mérite... Ils étaient bien contents tous les deux en sortant de Matignon, ils ont topé. Jean-Louis Borloo a eu le mérite, à l'époque, d'exprimer sa réticence et de l'exprimer directement. Il m'a dit son inquiétude, ce qui n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy qui pensait que c'était une très bonne idée. Donc nous sommes là dans deux situations différentes. Puis vous savez, je crois qu'en politique, il faut savoir tourner les pages. Et il faut savoir surtout ne pas être guidé par de quelconque forme de ressentiment. Entre adultes, on s'explique et on tourne les pages. Et ce que vous dites là vaut peut-être pour votre relation avec Nicolas Sarkozy, alors ? Mais je pensais à Nicolas Sarkozy. Ça vaut surtout pour ma relation avec Nicolas Sarkozy. Je crois qu'on n'a aucun intérêt à être guidé par des rancœurs. On se détermine par rapport à des projets, par rapport à des visions. Et c'est là-dessus que je souhaiterais que la classe politique puisse se rassembler davantage. Imaginons que la campagne de 2012 n'ouvre que des plaies et marque que des fossés entre les uns et les autres. Comment voulez-vous que l'on puisse gouverner notre pays en 2012, quel que soit celui ou celle qui sortira victorieux des urnes? On a besoin de passerelles sur l'éducation, sur la sécurité. Regardons ce que fait aujourd'hui Claude Guéant en matière de sécurité en reconnaissant l'utilité des patrouilles. J'ai moi-même, Premier ministre, donné instruction en 2005 à Nicolas Sarkozy d'avancer dans la voie de patrouilles sur le terrain, tirant les leçons de l'échec de la politique de proximité des socialistes, et donc en adaptant sur le terrain ces patrouilles. Que ne l'avons-nous fait à l'époque? On a gagné beaucoup de temps. Comment vous jugez d'ailleurs la mutation de Claude Guéant qui commence à goûter de plus en plus à l'action politique? Il est lui aussi, ça y est, victime ou en tout cas, il est sous l'impact de la transformation du secrétaire général qui passe à la lumière, comme vous l'avez fait vous aussi? Il y a une adaptation, c'est pas facile de passer de la fonction de haut fonctionnaire, y compris de haut fonctionnaire engagé à l'Élysée. Parce qu'il incarne la droitisation. Hein. Il l'a incarné dans les premiers mois. On peut espérer que, fort de l'expérience qu'il a sienne, il saura évoluer. Aujourd'hui, vous dites finalement main tendue à Nicolas Sarkozy, comme vous avez dit à la fin de votre premier procès. La main est ouverte, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Je ne suis guidé dans ma démarche politique par aucune forme de rancœur, je l'ai dit. Main tendue pour débattre, main tendue pour faire avancer les grandes crises auxquelles la France est confrontée. Nous sommes engagés depuis maintenant plusieurs mois dans la crise libyenne. Il faut que nous en sortions. C'est bien d'avoir appliqué la résolution 1973, prévenir le massacre de population, mais maintenant il faut gagner la paix. Alors comment faire en sorte que, à brève échéance, compte tenu de ce que nous savons de l'engagement de nos troupes à l'extérieur, on le voit en Côte d'Ivoire, on le voit en Afghanistan, nous avons besoin rapidement de régler la crise libyenne. Alors si sur ces sujets je peux aider, apporter une contribution, c'est bien volontiers que je le fais. Est-ce que vous avez reçu des coups de fil récemment de Bruno Le Maire ou d'Alain Juppé, que vous connaissez bien, pour vous dissuader, c'est ce qu'on lit ce matin dans le Figaro, de vous présenter? Non, j'ai rencontré récemment Alain Juppé, ce n'est absolument pas le sens des conversations que nous avons. Nous sommes, je crois, suffisamment respectueux les uns des autres pour respecter les choix que nous faisons. Je respecte le choix qu'a fait Alain Juppé de rentrer dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et il respecte la démarche qui est la mienne. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obsession présidentielle de votre point de vue? Que vous pourriez, dans un futur qui sera celui de la campagne, rejoindre une équipe qui donnera. Parce que c'est quand même très différent de savoir si on veut participer à un projet ou alors si on veut devenir président. Oui, moi je suis parti de loin. Ça fait 4 ans que je mène un combat, 4 ans que je suis convaincu qu'il faut une politique alternative à la France. Donc ma détermination, elle est là
est bien là. Je n'entends pas brader Mais est-ce que vous avez les convictions qui sont les miennes. Vous avez envie d'être président de la République? Vous posez cette question de façon récurrente avec le sentiment que pour être président de la République, il faut avoir très très envie. C'est ce qu'on nous a expliqué depuis des années, et vous même avez avec tort. François Mitterrand, on l'a vu Vous par avez exemple. tort. Vous avez tort, parce que la politique a changé. La politique a changé, et la politique sous Mitterrand, voire même encore en partie sous Jacques Chirac, c'est déjà beaucoup moins vrai sous Nicolas Sarkozy, la politique vécue par un président de la République, c'est loin d'être un fleuve tranquille. Et aujourd'hui, chacun mesure bien que cette fonction-là comporte beaucoup plus d'inconvénients, beaucoup plus d'inconfort que d'avantages. Le fait d'arriver tout en haut ne vous donne pas droit au repos. Donc ceux qui briguent la fonction présidentielle savent que ce n'est pas un chemin de roses, mais au contraire un lit d'épines. Et quand on brigue aujourd'hui cette fonction, on doit savoir que l'on n'a que des devoirs. Donc je pense que l'ivresse que ressentaient certains en se disant « je vais faire président », pour employer une expression qui a été souvent employée, par Nicolas Sarkozy, me paraît aujourd'hui ne plus avoir la même portée, en tout cas pas le même sens. C'est un sacrifice autre question. De vouloir briguer cette dernière question. Alors, donc, la même question, mais qui a muté en fait depuis quelque temps, c'est celle qui est posée maintenant aux candidats putatifs. Est-ce que vous vous voyez dans le bureau présidentiel? D'abord, j'y ai été pendant des années. Non, mais oui, bien sûr, mais au poste... Pas du même côté du bureau. Voilà, de l'autre côté du bureau. Pas du même côté du bureau. Mais vous savez, l'expérience politique, elle vous amène à prendre des décisions, à prendre des coups, ce qui fait partie du bagage présidentiel. Donc la fonction ne me fait pas peur. Je connais cette fonction. Ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est de porter le poids des divisions françaises. Le vrai défi, pour un président de la République, et malheureusement il n'est pas assumé, c'est de mesurer à quel point notre pays est divisé. Et il y a la France, mais les Français, font-ils encore peuple? Font-ils encore nation? Est-ce que notre République fait encore lien? Je pense que c'est l'angoisse que devrait avoir tout homme politique devant un pays qui a tendance à se dissoudre. Merci Dominique de Villepin, merci Mickaël, bonne journée. C'est à l'écoute évidemment de ITélé et de Radio Classique. Dans un instant, le journal, les journaux.